Voilà, cette sobriété énergétique, la France, on le sait bien, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, ça date de quelques années, tout ça, et on parle de ce plan de sobriété énergétique qui a été d'une part adopté à l'Assemblée nationale et qui suit son parcours parlementaire et qui va donc arriver dans notre quotidien assez rapidement. On en parle donc avec Anne Bringot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce jour pour nous en parler sur Sud Radio, coordinatrice des programmes Raison Action Climat. Le paquet de mesures qui a été adopté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, climatisation, la publicité lumineuse, etc., baisser le chauffage ou encore la climatisation, fermer les portes. Est-ce que tout ça va dans le bon sens pour vous? Oui, ce sont des mesures de bon sens. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces mesures n'étaient pas prises auparavant. Garder la porte ouverte quand on a une climatisation, ça peut multiplier par 5 ou 6 la consommation d'électricité. C'est un gâchis phénoménal et qui n'a aucun sens. Il faut avoir en tête que l'hiver prochain va être très tendu. D'une part sur le gaz, puisque on va plus importer de gaz russe. Et donc, même si la France est peu dépendante par rapport à d'autres voisins, il y a quand même 17% de notre gaz qui venait de Russie. Donc, il va falloir faire attention à la consommation de gaz, mais on a aussi une difficulté spécifique sur l'électricité, puisqu'on va avoir aussi plusieurs réacteurs nucléaires à l'arrêt, et donc des difficultés également sur l'approvisionnement d'électricité. Donc c'est deux bonnes raisons pour faire des économies d'énergie, ce qui sera meilleur également pour notre budget et pour le climat, mais c'est aussi des choses qu'il faut faire dans la durée. Ne le faisons pas que cet hiver, voyons ça comme quelque chose de positif à faire dans la durée. Mais ça veut dire que concrètement, si tous les citoyens font tous un tout petit minimum d'efforts, ça suffira? Alors, ça ne suffira pas si c'est juste quelques petits gestes faits par effectivement ceux qui sont prêts à le faire. On sait sur les études qui ont été faites sur le climat, par exemple, que 25% des actions peuvent être faites par les individus. Donc, vous et moi, on peut effectivement utiliser un peu plus son vélo pour les courtes distances ou manger un peu moins de viande, par exemple, sur la question climatique, qui a également un enjeu très fort. On peut réduire son chauffage, baisser d'1 degré son chauffage, c'est déjà 7% de baisse de la consommation d'énergie, mais il faut que tout ça soit beaucoup plus collectif pour que ça ait un réel impact. Et donc, il faut que l'État et les collectivités montrent ce cap, déjà donnent l'exemple. Les Français, à 73%, sont prêts à faire des gestes de sobriété, mais si c'est équitablement réparti, c'est-à-dire que c'est d'abord aux plus gros de faire les plus gros efforts et aussi à l'État, aux entreprises. Et par contre, évidemment, la sobriété, ça ne s'applique pas aux ménages qui sont actuellement en situation de précarité. Il y a 12 millions de personnes en précarité énergétique. Certaines se privent de chauffage. C'est bien évidemment pas à ces personnes-là qu'on va demander de faire de la sobriété en plus. Est-ce qu'il va y avoir aussi une coordination européenne? Est-ce que c'est une obligation pour arriver à tout tenir? Alors effectivement, au niveau européen, il y a des discussions actuellement, en particulier sur le gaz, pour réduire de manière plus importante la consommation de gaz. Et la Commission européenne propose un objectif de baisse de 15% de la consommation de gaz, ce qui est tout à fait faisable. Et il y a des discussions actuellement pour voir si chaque État membre fait la même chose. Mais il y a bien cette dynamique au niveau européen, puisqu'il y a des pays européens beaucoup plus dépendants que nous du gaz russe. Et il y a globalement des objectifs de baisse de consommation d'énergie pour respecter nos objectifs climatiques. Alors Anne Bringot, est-ce qu'il faut passer par les amendes ou plutôt l'incitation? Je vous dis ça parce que sur l'histoire des portes des magasins fermés, qui s'adressent surtout aux géants de la partie distribution des vêtements, on pense aux grandes enseignes dans les centres commerciaux, en tous les cas dans les grands centres urbains, moins aux petits magasins. Est-ce que de les menacer d'une amende de 1 500 € parce que la porte est ouverte quand ils climatisent à l'intérieur, est-ce que c'est le bon levier, sincèrement? En tout cas, on ne peut pas fixer une règle sans qu'il y ait une sanction. Il faut que la sanction soit appliquée. On le voit actuellement, le chauffage sur les terrasses est interdit et pourtant on a vu encore, alors pas maintenant, mais quand au printemps il y avait encore des jours un peu frais, certaines terrasses qui étaient encore chauffées. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a des règles qui sont instaurées qui finalement ne sont pas respectées parce qu'il n'y a pas de sanctions, que les sanctions ne sont pas appliquées. À un moment donné, c'est bien de faire confiance effectivement aux gens et aux magasins et de penser qu'ils vont effectivement agir correctement, mais à un moment donné, il faut aussi dire la règle, il faut la respecter, et donc pour ça, il faut des sanctions. On parle peu de l'eau
dans ce plan? Alors c'est vrai que l'eau, c'est un enjeu également crucial qui rejoint d'ailleurs aussi l'enjeu énergétique parce que ce qui consomme beaucoup d'énergie dans les logements, par exemple, c'est le chauffage. Mais en deuxième, c'est finalement la manière dont on va chauffer l'eau. Chauffer l'eau va consommer de l'énergie. Et donc, si on utilise par exemple des petits mousseurs, c'est des appareils qui permettent d'avoir un débit d'eau un peu moindre, tout en ayant un effet identique quand on se douche, par exemple, eh bien ça va réduire à la fois la consommation d'énergie parce qu'on va chauffer moins d'eau et à la fois ça réduit la consommation d'eau. Donc tout ça est positif et effectivement on l'a vu avec malheureusement les impacts du changement climatique et les sécheresses de plus en plus fréquentes et qui touchent une grande partie de l'Europe en ce moment, eh bien l'eau devient précieuse et il va falloir qu'on fasse tous des efforts pour l'économiser, chacun en tant que particulier, mais également d'autres acteurs, les golfs, les agriculteurs qui vont devoir aussi produire probablement d'autres types de cultures qui seront beaucoup plus résistantes à des temps plus secs. Oui. Augustin a une question pour vous. Absolument, il y a les vacances qui arrivent, des grands besoins en trajet longue distance et on sait que le service des données des études statistiques, par exemple, considère qu'en 2008, 17,1% des Français prenaient le train pour les trajets de plus de 80 km et aujourd'hui ce n'est que 13,8 km au profit évidemment de l'avion et les trains coûtent de plus en plus cher, rien là-dessus. C'est bien dommage effectivement parce que sur l'avion, c'est vraiment un enjeu crucial au niveau du climat. Quand on prend l'avion, ça consomme beaucoup plus de carburant par passager que si on va en voiture pour la même distance. Évidemment, si on va en train, les TGV fonctionnent à l'électricité, donc ça émet peu de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. On voit que l'État a plutôt reculé dans la loi climat et résilience qui était passée récemment. On proposait de supprimer l'extension des aéroports. En fait, il y a encore 10 projets d'extension d'aéroports en cours. Le trafic aérien a repris très largement après la crise sanitaire et on voit que rien n'est fait effectivement. D'autres pays ont mis des tarifs très incitatifs sur le train, notamment en Espagne ou en Allemagne, pour permettre effectivement orienter les gens vers l'usage de train. En France, ce n'est pas le cas et c'est dommage parce que c'est pas normal que le train coûte plus cher que l'avion. C'est pas normal que l'avion soit autant promu alors qu'il pollue autant. Donc il y a vraiment un enjeu à favoriser le train. Pour ça, il faut que l'État investisse 3 milliards d'investissements supplémentaires par an. Il y a 3 milliards qui manquent chaque année dans le train pour simplement tenir nos objectifs climatiques. Donc là, il y a aussi un double discours du gouvernement qui a des objectifs climatiques parfois ambitieux mais qui ne met pas les moyens derrière. Alors Anne Bringo, vous ne bougez pas parce qu'on a des auditeurs aussi qui nous appellent dans cette émission et ils ont évidemment la parole. On va du côté de la Gironde, c'est ça Augustin? Oui, absolument. Nous sommes en Gironde avec Jean-Michel qui est calé. Jean-Claude, pardon. Bonjour Jean-Claude. Ah oui, c'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Ah, alors Jean-Claude, dans l'Essonne, bonjour à l'équipe de Sud Radio. Bonjour madame, parce que je trouve que vous remplacez vraiment très très bien momentanément Monsieur Berkoff. C'est gentil. Ah bah c'est sympa, je prends. Ah bah vous prenez et nous on continue. Bon, juste, vous voulez nous parler de quoi, Jean-Claude? Je voulais intervenir sur quand j'ai entendu tout à l'heure Monsieur le maire d'Arcachon. Voilà. Bon, j'y suis allé 3 fois personnellement en vacances. C'est une très belle région, une très belle ville, un peu cher, mais peu importe. Alors, moi, je l'ai entendu, et c'est normal, en tant que maire, je peux le comprendre. Il lance un appel, je dis il laisse, parce que pas que lui, pour effectivement que les gens continuent et reviennent en vacances cette année à Arcachon et sur sa région. Mais moi, je l'interpelle, je lui dis attendez monsieur, moi j'ai réservé depuis le mois de janvier-février sur tel camping, et là le camping il est brûlé, je peux rien faire. Première chose. Et deuxième chose, parce qu'on parle effectivement de cette déforestation, c'est vrai que ce soit le sud ou que ce soit le sud-ouest, c'est catastrophique. Bon, là, on va pas y revenir. Malheureusement, on ne sait rien faire en France, mais c'est catastrophique. Par contre, il y a une chose qui est peut-être importante aussi, et monsieur le maire ne peut pas en parler maintenant, et si je ne m'abuse, il y a des ostréiculteurs quand même là-bas sur place.
Oui, et moi, bah, je me... Ah, oui, une je me ressource pose la importante, oui. Eh oui, parce qu'avec ces feux de forêt qui ont été quand même intenses, qu'on brûlait des forêts. Mais moi, je me dis, économiquement parlant, sur des gens qui ne sont pas forcément restaurateurs, il y a quand même. Moi, je pense qu'on va en reparler un petit peu. On va en reparler un petit peu sur le mois de novembre-décembre. Alors, ils sont suffisamment frappés avec des problèmes, ces ostréiculteurs. Moi, je pense que là, les huîtres d'Arcachon, voilà, c'était une petite interrogation comme ça, monsieur le maire. Oui, vous avez votre questionnement, c'est sur la qualité des huîtres, c'est ça? Et la qualité de tout ce qui est, oui, voilà, de tout ce qui est autour du bassin, d'accord. Tout ce qui est autour du bassin, après, voilà. c'est quand même, juste en parenthèse pour connaître un peu le sujet, c'est extrêmement surveillé et les normes sanitaires sont extrêmement précises puisqu'ils n'hésitent pas en général. Oui, vous avez raison. Ils n'hésitent pas en général à interdire la commercialisation très souvent. Eh ben voilà. Dès qu'il y a le moindre doute. Brago, attendez, mais... on va poser une question. Enfin, je voulais parce qu'on profite aussi de la présence de 1 ou 2 degrés de plus, madame. 1 ou 2 degrés de plus. On va en parler. C'est fini. C'est fini. Anne Bringo, justement, ces questions sanitaires, ces questions d'incendie actuellement, est-ce qu'on sent... qu'est-ce que vous pouvez nous... Quelle est votre réflexion par rapport au questionnement qu'a Jean-Claude, d'ailleurs, par rapport à tout ça? Je pense qu'il y a une prise de conscience et on l'a vu avec les incendies, les méga-feux qu'on a vus notamment en Gironde, mais aussi en Bretagne. Moi, je suis bretonne, donc ça m'a touché aussi particulièrement. On a vu que ça nous a touché vraiment au cœur. On voit qu'il y a des pics de chaleur de plus en plus fréquents. On sait qu'il y a eu un peu plus de 50 pics de chaleur depuis 1947, mais près de la moitié, c'est depuis 2010. Donc ça s'accélère, c'est de plus en plus fort. Et les impacts, effectivement, c'est des incendies parce qu'on a aussi une végétation plus sèche. Il y a également un autre impact du changement climatique. Donc on pense à l'impact sur les forêts, du coup sur les personnes qui gèrent les forêts. Mais il y a des impacts économiques bien autres, effectivement, comme le disait notre auditeur. Il y a des impacts sur le métier du tourisme, il y a des impacts sur l'agriculture, il y a des impacts sur les transports. On a vu les trains qui étaient perturbés. On a des impacts sur la production d'électricité, certaines centrales nucléaires ou autres qui ont été parfois à l'arrêt parce qu'elle réchauffait trop les fleuves qui étaient déjà suffisamment chauds. Donc on voit que ça touche beaucoup de cadres de notre vie et cette préparation en fait qu'on doit avoir puisque maintenant le changement climatique il est en route, cette adaptation du coup à ces températures plus chaudes, elle n'a pas eu lieu. Et il faut vraiment que l'État et les collectivités effectivement s'en emparent parce que ça concerne beaucoup de métiers, beaucoup de personnes parmi la population. Et donc, il faut se préparer à ces températures plus chaudes, avoir des logements mieux isolés aussi pour ne pas souffrir de la canicule. Et dans les différents métiers, voir comment on va s'adapter à ces températures. Tout en ayant bien en tête que la meilleure chose pour réduire les canicules, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, notamment réduire la combustion d'énergie fossile, principalement dans les transports. Et on sait aussi d'ailleurs que l'Europe depuis 2000 a baissé malgré tout ses émissions de gaz à effet de serre de 16% et pendant ce temps la Chine les a triplées, l'Inde les a doublées. On en parle dans un instant. Êtes-vous prêt à faire des efforts sur votre consommation d'énergie au 0826 300 300? À tout de suite. Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et encore quelques minutes ensemble, et toujours avec Anne Bringo, coordinatrice des programmes Réseau Action Climat. Merci Jean-Claude pour votre appel. Nous sommes avec Sébastien qui a composé le 0826 300 300 et qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien, qu'est-ce que vous vouliez réagir? Allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais réagir. Ça fait longtemps que j'écoute un petit peu Sud Radio. Et c'est vrai qu'un petit peu, pour le coup, M. Berkoff manque un petit peu. Ah, pourquoi? Parce écoutez, vous avez... Ben oui, mais tout le monde n'est pas André Berkoff, je suis désolé, voilà. Il y en a qu'un, il faut quand même qu'il se repose à son... Continue à écouter. Oui. Non, il a bien raison de se reposer. Ben oui, il a une très belle contradiction. Ben oui. Et justement, c'est pour ça que je vous dis, tout le monde n'est pas André Berkoff, ça je vous le confirme. Non, malheureusement. Et c'est pour ça que j'appelle aussi, c'est que j'ai écouté votre émission. Et du coup, c'est vrai que je suis un petit peu étonné de quand on parle de changement climatique, etc. Enfin, je pense que c'est plus un problème de politique. Et là, voyez, au niveau des impôts, des charges, tout ça, tout ce qu'on nous paye. Et aujourd'hui, on nous demande de se restreindre, toujours et encore plus. Et je suis étonné en fait de cette politique qu'on nous met là.
depuis un an. Et vous proposeriez quoi, vous pensez qu'il faudrait faire quoi, là, actuellement? Qu'est-ce que vous aimeriez? Actuellement, qu'est-ce que j'aimerais? Mais j'aimerais qu'on retrouve effectivement une meilleure économie, une économie globale, mais effectivement, il y a le problème Ukraine-Russie, mais je veux dire, il faudrait vraiment qu'on arrive à s'entendre, à trouver des accords. D'accords de paix, bien sûr, mais des accords, parce qu'effectivement, on ne pourra pas vivre sans gaz, sans électricité. Voilà, comme tout le monde, il y a les pays émergents de toute façon qui vont vouloir de toute façon effectivement utiliser du gaz et de l'électricité pour créer des usines en Afrique et d'autres pays qui sont en plein développement. Mais nous, on va se retrouver la risée d'un petit pays, la France. Voilà, donc je trouve ça assez triste. Oui, ça c'est ce que vous aimeriez, mais vous aimeriez concrètement qu'on fasse quoi là aujourd'hui, à part trouver et demander à Poutine d'arrêter sa guerre, par exemple? Et qu'on fasse quoi? Qu'on essaye effectivement de retrouver de la sérénité, mais je veux dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, ça fait des années maintenant qu'on marche à l'ampoule. Vous savez, on a changé d'ampoule, maintenant on est au LED, on fait des économies sur tout, on recycle. Je veux dire, le peuple français fait sa part des choses. Maintenant, ça sert à rien de lui demander non plus. Vous voyez, on peut pas tout demander n'importe quoi. C'est pour ça, je suis étonné. Oui, on peut aussi laisser tout filer. On peut aussi te laisser tout filer. Non, ça veut dire quoi tout laisser filer? Je sais pas, il y en a certains qui disent perdu pour perdu, allons-y quoi. Mais on n'est pas perdu, c'est pas vrai. Je veux dire, je vous donne un exemple. Je veux dire, il y a des pays entiers qui ont des champs de panneaux solaires, par exemple. Oui. Vous croyez pas que ça contribue au réchauffement climatique, par exemple, s'il y en a un? Un panneau solaire contribue au réchauffement climatique, ce que vous dites? Tout à fait. Je pense que effectivement, le rayonnement, effectivement, attirer le rayonnement du soleil sur des panneaux, sur des champs de panneaux solaires, oui. Ouais, c'est une énergie qui est utilisée depuis des millénaires, mais on va demander à Anne Bringot, qui est responsable. Alors, vous serez peut-être pas d'accord avec sa réponse, mais en tous les cas, c'est une experte que je ne suis pas. Donc, Anne Bringot, on va dire cet agacement, cette acceptabilité de la population à toutes ces mesures-là aujourd'hui, est-ce que vous la mesurez? Est-ce que c'est un défi? Comment vous voyez les choses? Alors, c'est un vrai défi, même si on sait par des études que 73% des Français sont prêts à agir pour la sobriété. Donc, c'est quand même une majorité. Donc, je comprends pour Sébastien que ce soit difficile. L'idée n'est pas de se priver. L'idée, c'est aussi de créer de l'activité économique, de l'emploi, par exemple en isolant les logements. Actuellement, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas les moyens de se payer le chauffage l'hiver, qui grelottent, qui tombent malades. Si on isole de manière parfaite les logements, on va avoir finalement une facture d'énergie qui va baisser, qu'on va pouvoir du coup payer, on va pouvoir être moins malade, et ça va créer de l'emploi pour des artisans. Donc ce n'est pas une régression. En fait, on voit parfois les économies d'énergie comme une régression. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas que quand on se serre déjà la ceinture, on se serre encore plus la ceinture. C'est que ceux qui consomment beaucoup, actuellement, je vais prendre un autre exemple en dehors de l'énergie, sur le textile. Un Français consomme en moyenne 46 pièces de textile, donc 46 vêtements ou chaussures neufs chaque année. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 46 vêtements ou chaussures chaque année? Donc il y a des choses qu'on peut faire, et puis on peut consommer du coup plus local, avec des produits de meilleure qualité, et ça sera également meilleur pour notre économie. Ce que peut faire la France par rapport à des pays émergents, c'est montrer justement cette transition vers cette nouvelle économie. On va produire des produits plus durables, on sera réparé, parce que tous les produits qu'on achète et qu'on jette très rapidement parce qu'on ne sait pas les réparer, c'est aussi un gâchis phénoménal. Un gâchis énorme. Alors, Sébastien, merci beaucoup Sébastien, mais je voudrais qu'on retourne au standard. Oui, mais il y a Jean-Michel qui nous a appelé également, qui est en Gironde, et je voudrais, parce qu'il patiente depuis un petit moment, Jean-Michel. Merci beaucoup. Oui. Jean-Michel, oui, bonjour. On vous a pas oublié. Bonjour. Bonjour, écoutez, j'interviens souvent avec André pour d'autres sujets. Oui. Là, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, surtout par rapport à nos édiles régionaux et parisien. Je suis un vieux Girondin, un ancien Girondin, pas vieux, 75 ans, c'est pas encore trop vieux. Ouais. J'habite à Langon, donc nous sommes à une dizaine de kilomètres du grand feu de l'Andiras, avec le PC opérationnel qui est basé à Langon. Et moi, je vais vous dire une chose. J'habite dans une zone résidentielle qui est séparée d'une forêt non entretenue
par les propriétaires. Et attendez, entre nos pavillons, une cinquantaine, et la forêt non entretenue, dans un état catastrophique, il n'y a même pas 10 mètres, je dirais plutôt 5-6 mètres, avec des arbres qui se touchent. Vous avez ces propriétaires, ce sont des parcelles de 25 mètres de large par 800 mètres de long, qui sont souvent même pas de la région. Personne n'entretient, ça fait des années que j'habite là. Personne ne travaille, aucun contrôle. La mairie de Langon, que j'ai contactée la semaine dernière, m'a dit, bon, on va venir vous voir et tout, voir ce que... Nous n'avons même pas une bande d'incendie à moins de 500 mètres, voilà. 2 yeux. Ça, c'est pour l'incendie de l'Andiras. Et rapidement, pardonnez-moi, sur le reste, dites-moi, sur ce que vous vouliez rajouter, Jean-Michel. Alors, le rajouter, le maire d'Arcachon que j'écoutais là, si vous prenez un feu qui ne serait pas passé au Pilat, mais de l'autre côté, sur la presqu'île du Ferret, vous avez des milliers de maisons de grand luxe avec une seule départementale à 2 voies. Pour en sortir. Imaginez un incendie là-bas. L'évacuation. Comment voilà. Par la mer, par les bassins. Je ne sais pas, j'imagine. On va. Ancien marin, c'est pas évident. C'est pas évident. Jean-Michel, merci infiniment. Désolé, on raccourcit un tout petit peu. Merci infiniment d'avoir patienté, d'être passé rapidement sur l'antenne. Mais vous revenez quand vous voulez, évidemment. Anne Bringot également, merci à vous pour cette parenthèse autour de ce projet de loi qui va faire sa navette parlementaire. Mais les choses vont arriver assez rapidement dans nos quotidiens quand même. Juste peut-être un mot. J'ai oublié de répondre sur la question du photovoltaïque. Les panneaux solaires, non, ne réchauffent pas le climat, bien au contraire. Ils contribuent à baisser la production d'électricité à partir d'énergies fossiles. Donc au contraire, ils favorisent la lutte contre le changement climatique, bien évidemment. Voilà, c'était une précision, vous avez absolument raison, très importante de le souligner. Merci beaucoup Anne Bringot pour ces précisions autour du plan de résilience, ou en tous les cas de réduction d'utilisation de nos énergies, Augustin. Et je rappelle que vous êtes coordinatrice des programmes Réseau Action Climat. Et puis dans un instant, la parole rare de Nadine Trintignant, micro de Jacques Pessy jusqu'à 14h et puis à 17h, les vraies voix.